Bon midi, bon jeudi et bienvenue à l'invité du midi. C'est notre avant-dernière sortie de l'émission pour cette semaine, pardon. Donc, merci encore une fois d'être des nôtres et merci de votre fidélité à cette émission. Depuis quelques années, le contexte de la planification de l'éducation est marqué par des aléas politiques et naturels, aggravés par la crise de Covid-19. Il est donc évident que ceci a des incidences négatives sur le fonctionnement du système éducatif haïtien. Et pourtant, pour réaliser de bonnes collectes de données et de monter de grandes politiques publiques, on a besoin d'un climat qui inspire confiance. Car aucun pays ne peut planifier, quel que soit le secteur, dans des situations de tension. Faut-il bien se rappeler que la planification de l'éducation comme art et science vit de l'enquête et des études pour avoir des données fiables et valides aux fins de prendre des décisions. Tel est donc un extrait, mesdames, messieurs, de ce livre que nous allons présenter aujourd'hui, écrit par Yves Roblin, Covid-19 et les outils de planification du secteur d'éducation en Haïti, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, monsieur Samy Janvier. Oui. Et je suis content de prendre part à cette belle émission, une émission très instructive, à travers laquelle vous faites passer beaucoup d'informations et de renseignements exacts sur plusieurs filières, que ce soit l'économie, que ce soit la sociologie, que ce soit l'éducation. C'est en ce sens que je vous ai demandé de m'inviter à cette émission. Oui. Et j'en profite pour saluer les collègues du ministère de l'Éducation et les collègues des universités et les membres de ma famille et tous les bons amis à moi qui sont en train de suivre cette émission. J'ai beaucoup d'amis aussi au ministère et pendant que vous êtes là, vous me rappelez un ami qui a travaillé aussi au ministère de l'Éducation nationale, lui aussi a été à la planification de l'éducation et qui a malheureusement été emporté par le Covid-19. Là, je parle de Jacques Ride. Oh, Jacques Ride, ah oui, c'était un très bon collègue à nous autres du ministère de l'Éducation. Et je travaillais avec du temps qu'il était à la direction de la planification. C'était un grand expert. Hein? Ah oui, c'est un grand expert. Il a travaillé aussi en Afrique pour le compte des Nations Unies. En Afrique, oui. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un homme de bien. Il aimait faire rire les gens. Il blaguait souvent. Malheureusement, il fait partie des gens qui ont été donc emportés par le Covid-19. Et je pensais aussi à d'autres collègues qui se sont laissés emporter par la Covid-19, que ce soit Joël Desaugustes, Maître Joël Desaugustes, un responsable juridique au ministère de l'Éducation. Je l'ai connu aux presses nationales. Il y avait aussi Delima. Delima, lui chéri Delima. Qui chevauchait non seulement à l'université Kiskeya, mais aussi au ministère de l'Éducation. Qui est d'ailleurs le père d'une de mes collègues, Sandrine, que je salue aussi. Donc, moi, c'est un monde que je connais bien puisque je suis normalien également. Félicitations. Donc, mais c'est bien. Et c'est avec plaisir que nous allons parler de la planification de l'éducation en Haïti, qui est un outil indispensable à la gouvernance scolaire en Haïti. Ah oui, c'est bien. Évidemment, jusqu'avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé quand même me présenter. Je suis Yves Roblin, ex-boursier de l'État haïtien dans le cadre de la coopération Haïti avec l'UNESCO à Paris. J'ai une formation en planification et gestion d'éducation, mais j'ai aussi une formation originelle en sciences sociales, comme vous peut-être à l'école normale supérieure et à la faculté de droit et des sciences économiques. Vous étiez en lettres classiques, mais moi, j'étais en sciences sociales, passionné de l'histoire moderne, de l'histoire contemporaine, et je suis aussi passionné de la planification. Et vous avez suivi de nombreux séminaires en Afrique, au Bénin, en Suède, en France, et notamment à l'université d'été organisée en 2006 par les instituts de la Banque mondiale et de l'UNESCO. À Paris, oui, c'est ça. Un long parcours, hein? Ah, oui, c'est ça.
Justement, même présentement, je suis en cadre au ministère de l'Éducation. Je travaille encore sur les statistiques scolaires, sur la prospective. L'avenir ne se prépare pas, l'avenir se prévoit. Évidemment, et dans l'ouvrage, nous avons proposé un modèle de pilotage pour le secteur éducatif haïtien. Et dans cet ouvrage, nous nous sommes dit qu'un pays ne peut fonctionner sans un plan de développement. Haïti a fait une expérience avec le document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté depuis les années 2007 à 2010. Évidemment, on n'a pas pu mettre ça en évidence, en exergue. Évidemment, Haïti fonctionne sans un plan de développement. Parce que chaque ministère doit avoir un plan. Et pour que ces plans-là puissent s'inscrire et dans une démarche macro, dans une démarche nationale. Et on a fini. Les planificateurs parlent de PPP. Oui. D'abord, le plan global de gouvernement qui se traduit en programme et les programmes qui se traduisent en projet. Parfait. Parfait. Et évidemment, si nous prenons par exemple le ministère des Finances, le ministère des Finances s'intéresse beaucoup plus à alimenter les ministères en chèques, les directions de concentrer en chèques, mais le ministère des Finances n'a pas vraiment un modèle économique. Et voilà. On n'a pas un modèle économique. C'est un ministère des Finances, ce n'est pas encore un ministère de l'économie. C'est ça, c'est ça. Parce que le problème qui se pose, c'est que on ne sait pas dans quelle économie nous évoluons. Est-ce que c'est l'économie planifiée? Oui, exact. Est-ce que c'est une économie de marché? Je me posais souvent la question parce qu'il y a ce manque de réflexion en matière d'économie politique. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas dans quelle logique économique on est. Est-ce que on est dans une économie planifiée? Est-ce qu'on est dans la logique du marché, du libre marché? Ou bien est-ce que nous pouvons faire les deux? Ou encore, par exemple, si nous prenons un pays comme les États-Unis, où il y a l'économie de marché, mais avec des politiques protectionnistes de l'État. C'est ça. Même la Chine aussi. Évidemment. Et vous vous souvenez, en 1986, lorsqu'on avait parlé de Leslie Delatour, Leslie Delatour fut un grand ministre de l'économie et des finances, mais il s'était positionné. Évidemment, on sait déjà qu'il était venu qu'il provenait de Chicago Boys, etc. Il a opté pour la privatisation. Tout le monde était clair. Mais ici, on se retrouve dans un véritable climat de confusion. On ne sait pas si on privatise, on ne sait pas si on privilégie l'intervention de l'État dans l'économie, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est de même aussi pour le ministère de l'Éducation. Évidemment, si nous avons un plan, mais ce plan-là n'est pas mis en œuvre. C'est une lacune. Un ministère ne peut fonctionner sans un plan d'éducation. Oui, nous avons, au ministère, il y a eu quand même le plan opérationnel sur 5 ans, après le tremblement de terre, et qui a été largement financé par la BID. Mais où est-ce qu'on en est par rapport avec ce plan? Ah, vous êtes bien informé là. Ah oui, non, je vous dis que je connais. Vous êtes bien informé parce que nous avons eu beaucoup de plans. Évidemment, il y avait un plan qui a été initié par le professeur Victor Benoît, ex-ministre du gouvernement Malval Aristide. Et plus tard, on a eu un plan national d'éducation de formation implémenté par Jacques-Edouard Alexis. Un autre plan, c'est le plan opérationnel dont vous parlez. C'est un plan qui a été implémenté par le général Paul après le séisme dévastateur du 2 janvier 2010. Et plus tard, nous avons maintenant un plan décennal d'éducation. Mais ce plan-là n'est pas mis en œuvre. N'est pas mis en œuvre. Évidemment, il y a beaucoup de promesses de la part des agences d'aide pour voir dans quelle mesure on peut financer et ce plan-là. Évidemment, j'avais proposé au ministère à ce qu'on implémente ce plan, mais il faut composer avec les associations syndicales. Et moi, j'ai appris aussi que lorsqu'on élabore un plan, il faut mettre ce plan sous forme d'expression juridique et qu'on dépose ça au Parlement aux fins d'entérinement. Mais comme pour le moment, le Parlement est dysfonctionnel, j'avais demandé aux autorités du ministère de l'Éducation de voir dans quelle mesure on peut avoir un arrêté ou bien un décret gouvernemental afin de pouvoir combler le vide juridique. Parce que ça s'inscrit dans une démarche rousseauiste du pouvoir politique.
Oui, en effet. Donc il faut quand même qu'il y ait un contrat avec les différents parties prenantes et les différentes parties prenantes dans l'activité de l'éducation. C'est ça. Et lorsqu'on prend les différents plans que nous avons eus au ministère de l'Éducation, il y a un axe transversal d'intervention, c'est bien le renforcement de la gouvernance du secteur. La question de bonne gouvernance devient par la suite un nouveau paradigme au niveau international, mais au niveau Haïti aussi. Oui, oui. Parce que nous autres, dans cet ouvrage-là, nous avons résumé la question de bonne gouvernance en 3 éléments. C'est bien le cadre légal. Nous avons dit on ne peut piloter sans avoir un cadre réglementaire. En effet. Nous avons dit aussi il faut qu'il y ait une base de données statistiques et aussi suivi et évaluation. Le problème de ce pays, c'est que nous ne croyons pas en la formulation écrite. Oui, non, il faut qu'il y ait... La planification est tellement importante et si vous permettez, en fait, ce qui arrive, c'est qu'en général, quand on fait une planification, on n'est pas... Cela ne veut pas dire qu'on va la respecter à 100%. On peut toujours planifier et au fur et à mesure qu'on exécute, on se rend compte qu'il faut replanifier ou bien qu'il faut ajuster sa planification. Mais quand on n'a pas de planification du tout, c'est qu'on erre et qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et c'est ce qui arrive et, en général au niveau de l'État. C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens travaillent beaucoup, mais que les résultats sont très peu visibles et ceci, et dans quels que soient les secteurs, y compris le secteur de l'éducation. Oui, ça c'est important. Mais en Haïti, nous fonctionnons dans un cadre d'incertitude croissante. C'est dans un cadre pompier, ce que moi j'appelle dans l'ouvrage la gestion de l'urgence. Oui. Pour le moment, Haïti ne veut pas planifier. Haïti ne veut pas planifier parce qu'on ne peut pas faire une planification linéaire, même la planification stratégique. On doit opter plutôt pour des scénarios, des simulations pour les programmes projets. Parce que si on planifie pour 5 ans, 10 ans, alors qu'il y a des aléas politiques, des aléas sanitaires et même des catastrophes naturelles, parce que Haïti est un pays très vulnérable, non seulement au point de vue de management, mais au point de vue météorologique, etc. Mais puisqu'on le sait déjà, puisqu'on sait déjà qu'on est dans une situation d'urgence continue, on sait qu'on peut qu'une catastrophe naturelle peut surgir à tout moment. On sait qu'une crise politique peut surgir à tout moment. Oui. On peut planifier en tenant compte de ces éléments-là. Eh bien, il faut opter pour la prospective. Parce que l'avenir ne se prépare pas. L'avenir se prévoit. Il faut faire des scénarios, des simulations par rapport au projet programme pour voir dans quelle mesure on peut satisfaire les demandes de la population. Si ça paraît la planification est vraiment bousillée, ça dit qu'il y a toujours des problèmes et dans le pays. Mais évidemment, dans l'ouvrage, ce que je voulais faire ressortir, c'est que, évidemment, j'ai opté pour une approche globale. J'avais dit que l'approche doit être globale puisque les phénomènes sont globaux totaux. Évidemment, c'est la phrase d'un grand sociologue que vous connaissez, c'est George Gervich, qui disait que l'analyse doit être systémique, puisque les phénomènes sont globaux totaux. Et moi, j'inscris aussi l'ouvrage dans une approche de psychologie de Palo Alto, et qui voit le patient dans toute sa globalité. C'est de même aussi... C'est une approche holistique, alors. Une approche holistique, c'est ça. On ne peut pas penser qu'on va résoudre le problème de l'éducation si on ne tient pas compte du problème de la santé, du problème de l'agriculture, des problèmes sociaux, par exemple la pauvreté des familles, dans les grandes villes, le chômage des diplômés, parce que l'école peut être gratuite. La violence urbaine. Et c'est ça. Et l'école peut être gratuite. Les parents vivant dans des poches de pauvreté peuvent choisir de ne pas envoyer leur progéniture à l'école. Parce qu'aller à l'école, il y a toujours un coup d'opportunité. L'école peut être gratuite, c'est-à-dire que le manuel scolaire, la cantine scolaire, etc. Mais aller à l'école, il y a un coup d'opportunité. Comme vous avez étudié déjà, les coups d'opportunité, c'est un renoncement, c'est un manque à gagner. Au lieu les parents envoient leurs enfants à l'école, ils préfèrent
les envoyer dans les champs. Oui. Parce qu'il y a un bénéfice immédiat. Non seulement on va trouver quelque chose à manger à partir de la récolte, mais l'excédent peut se vendre au marché Et local. c'est encore plus grave pour les filles qui sont restées à la maison pour s'occuper des plus petits, pour préparer à manger. C'est ça, oui. Donc, parfois, on comptait les enfants à rester à la maison pour s'occuper des travaux domestiques. Et parfois même, bon, évidemment, c'est la réalité dans les pays de l'Afrique, sur l'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, la Guinée, etc. Par exemple, au lieu d'envoyer la fille à l'école, on préfère plutôt envoyer le garçon à l'école. Ce qui crée un manque. Mais en Haïti, c'est un peu moindre parce que le taux de scolarisation des filles est sensiblement égal au taux de scolarisation et des garçons. C'est-à-dire qu'il y a même nombre de petits garçons qui allent à l'école avec même nombre de petites filles qui rentrent à l'école, surtout au niveau de l'enseignement de base. Évidemment, nous avons parlé de cette question-là et en termes d'approche globale, plan de développement, etc. Mais du quel plan de développement découle le plan d'éducation. Oui. Et dans le plan d'éducation, on va... Qui découle donc tous les plans sectoriels alors. C'est ça, c'est ça. Et pour le plan d'éducation, nous avons parlé de la mission originelle de l'institution éducative. Quelle est la mission originelle de l'institution éducative? C'est de ramener tous les enfants à l'école, quelle que soit leur couche sociale, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur déficience. Ça est en congruence avec les objectifs de développement durable du système des Nations Unies. Évidemment, on a mis l'accent sur l'ODD 4, parlant d'une éducation efficace. On voulait que tous les enfants aient des places assises à l'école, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit leur ethnie, etc. Il faut que tout le monde aille à l'école. Le rôle de l'État, c'est la recherche de l'équité, une justice distributive, permettre à ce que tout le monde ait accès à l'enseignement. Et cette mission-là s'éclate dans le plan d'éducation avec les grands objectifs, que ce soit l'augmentation de l'offre scolaire. À tous les niveaux, l'augmentation de l'offre scolaire. Nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons opté pour une discrimination inversée. Permettre à ce que tous les enfants de l'enseignement de base aient une place assise à l'école. C'est-à-dire que ce que nous appelons autrefois l'ancien primaire. C'est-à-dire que c'est l'enseignement fondamental premier et deuxième cycle, de la première année à la sixième année. Il faut que tous ces enfants-là aient accès à l'enseignement. Parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. À part de la question du plan, nous avons dit, tout le temps qu'on parle de plan, il faut relancer la problématique de la carte scolaire. La carte scolaire, j'ai une formation en carte scolaire parce que j'étais à l'IPE, l'Institut international de planification de l'éducation. Non seulement j'ai une formation en carte scolaire, pour question enquête scolaire, au niveau local, mais aussi une formation en système de formation pour la gestion de l'éducation. Parce que la carte scolaire est appelée en quelque sorte à organiser des enquêtes au niveau des directions départementales d'éducation. Oui, mais actuellement, le ministère dispose d'une carte scolaire. Je crois que le CNGS en avait réalisé une carte scolaire pour le ministère. Et oui, on a organisé une cartographie scolaire. On avait fait la photo de toutes les communes. On avait fait la photo de tous les départements scolaires. On avait fait la photo de tous les districts scolaires, de tous les bureaux d'inspection de zone. On avait fait un très bon travail. Nous avons la base, c'est la base 14-15. Une sorte de mapping. Mapping school. Et d'accord, on a la base, et avec de grands champs, élèves, enseignants, écoles. Et présentement, nous avons quelques 4 millions d'élèves. D'accord, du préscolaire à l'enseignement secondaire. Nous parlons de 4 millions d'élèves et toute école comprise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ne parle pas du public et non, du privé. c'est globalement, et nous avons quelques 20 000 écoles et 122 000 enseignants. Ça, c'est de façon agrégée, c'est-à-dire qu'au niveau national. Et moi, je travaille parce que j'étais directeur de la planification et au ministère de l'Éducation, je connais bien les choses et les gens, je connais bien les chiffres. C'est moi qui préconise et pour dire que si on écrit un texte et qu'on n'habille pas ce texte avec des indicateurs, c'est un texte de plus. Parce que si vous dites que il y a un bon nombre d'enfants qui sont dans les rues, mais il faut dire quel est le nombre. Et s'il y a une étude qui a été menée pour dire qu'il y a tant d'enfants qui sont dans les rues, si vous avez dit qu'il y a
Il y a bon nombre d'enfants qui sont en domesticité, Ouais. mais c'est important. Mais est-ce que vous avez le nombre? Si vous n'avez pas le nombre, il faut faire des recherches pour voir s'il y a des études qui ont été réalisées. Ouais, ça, c'est important. Moi, je Donc, préconise est-ce que, ça. par exemple, vous pouvez dire quelle est actuellement l'offre scolaire par rapport aux besoins? C'est-à-dire, si on tient compte du nombre d'enfants en âge d'aller à l'école et par rapport à ceux qui sont déjà à l'école, est-ce que vous avez une idée? Bon, évidemment, et je dois vous dire, franchement, je travaille beaucoup sur cette question-là. Évidemment, nous avons travaillé dans un premier temps avec 500 000 élèves. Il y a 500 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Et en 2018, nous avons travaillé avec quelques 320 000 enfants qui sont exclus du système éducatif haïtien. Des enfants qui n'ont pas accès à l'enseignement. Ouais, mais l'État a fait... Là, on est à peu près à 800 000. Hein? Et bon, mais je ne crois pas. Et peut-être, nous travaillons présentement avec 320 000. Et à l'époque de Pierre-José Agénor Cadet, et le ministre de l'Éducation qui s'intéressait aux statistiques scolaires, évidemment, nous avons travaillé avec et les 320 000 enfants qui sont exclus du système. Bon, l'expression exclus du système, c'est une expression très chère aux collègues de l'UNICEF, les exclus du système. Mais il faut dire en passant Qu'est-ce que vous attendez par exclus du système? Eh bien, les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas accès à l'enseignement, et aussi des enfants qui étaient à l'école, mais pour une raison X ou Y, ces enfants-là ont abandonné. On les appelle couramment les déscolarisés. Des enfants qui étaient à l'école, mais qui avaient abandonné. Donc, globalement, si on peut considérer le chiffre d'environ 300 000 comme étant des enfants qui sont en âge d'aller à l'école et qui ne sont présentement pas à l'école. C'est ça. Parce que je dois vous dire que ces catégories-là... Moi, j'imaginais le chiffre est beaucoup plus grand. Mais... Bon, évidemment, non. Et puis, c'est les statistiques, c'est à peu près. Les statistiques, c'est à peu près. D'accord, c'est à peu près. Oui. Mais il faut dire que... Donc, le nombre d'enfants en âge d'aller à l'école dans ce pays se chiffre environ de 5 à 6 millions, si je comprends bien. Et oui, évidemment, nous avons travaillé et nous avons organisé une enquête scolaire en 15-16. Ouais. Et bien, nous avons fini par remarquer qu'il y a quelques 4 millions d'enfants dans le parc scolaire, du préscolaire à l'enseignement secondaire en passant par le fondamental. Ouais. Donc, il y a 4 millions d'enfants en âge d'aller à l'école. Mais il faut dire, si vous voulez des chiffres, au niveau de l'enseignement de base, j'avais travaillé sur un indicateur très intéressant, c'est 25% du secteur public. Okay. Mais il y a 75%, c'est bien le secteur privé. Il faut dire en passant que le secteur privé domine l'enseignement, tout niveau confondu, à plus de 80%. Okay. Voilà pourquoi moi, j'avais préconisé dans l'ouvrage à ce qu'il y ait un cadre de partenariat privé-public. Et il y avait la loi. Il y a une direction au ministère qui s'occupe de ça. Oui, c'est l'ONAP, l'Office national de partenariat en éducation, créé à la suite du vote de la loi du 19 novembre 2007 sous le président Préval. D'ailleurs, le nouveau directeur général que je félicite est mon camarade de promotion à l'école normale, Boussiko, qui doit lui aussi participer à cette émission. Et l'ONAP est créé récemment, mais il y a quand même la DAEP qui faisait un travail de partenariat, d'homologation et de délivrance de permis aux écoles privées. Non, là, vous êtes bien informés. Vous êtes bien informés et c'est direction d'appui à l'enseignement privé et du partenariat. Évidemment, c'est une direction qui est en train de faire un très bon travail avec le secteur privé. J'ai un collègue au niveau de cette direction-là qui préconisait ce qu'on peut appeler la gestion de proximité. Non seulement il travaille, le collègue travaille avec les directeurs d'école, les chefs d'établissement, mais aussi il y a un penchant pour les mairies, pour travailler avec les mairies. Parce que j'avais dit aux collègues qu'il faut qu'il y ait un travail conjoint qui se réalise entre le pouvoir central et le pouvoir local. Je veux parler des mairies, comme font dans bon nombre de pays de l'Europe et des pays de l'Afrique. Et la question de cadre scolaire, parce que j'ai parlé de plan d'éducation, j'avais mentionné la question de cadre scolaire. Évidemment, la question de cadre scolaire, c'est un élément important pouvant permettre à ce que l'État central et l'État
locales, c'est-à-dire que les mairies travaillent en concertation pour qu'on puisse arriver à l'atteinte de l'objectif de la scolarisation universelle de tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Et c'est l'objectif que le ministère se fixe au niveau du plan d'éducation. Il faut que tous les enfants... Le plan décennal, alors. Dans le plan décennal. C'est fait de ça que dans ce plan-là, il y a un axe en s'appelant l'accroissement de l'accès des enfants au niveau de l'enseignement et fondamental, par une discrimination positive. Il faut que tous ces enfants-là aillent à l'école. Mais lorsqu'on voit le système éducatif, c'est un monstre. C'est très géant. Il faut qu'il y ait un cadre de partenariat solide avec le privé. Je vais parler de la décentralisation, là. La décentralisation. Il faut que le privé s'active, il faut que les mairies travaillent, parce que les mairies ont des écoles communales. Oui, des écoles parce qu'on forme des citoyens pour la patrie. Non seulement il faut permettre à ce que tout le monde aille à l'école, mais il faut rassurer à ces enfants-là un enseignement de qualité. Il faut que ces enfants-là sortent avec des acquis de compétences, des acquis de qualité, pouvant leur permettre de poursuivre leurs études à d'autres niveaux. Parce que le temps que les enfants vont passer à l'école, comme je disais tantôt à mes étudiants, ne doit pas être un temps perdu. Définitivement. Il y a un rapport entre le plat chaud et la performance des enfants, la qualification des maîtres. Il y a aussi la santé scolaire qui est et pourquoi pas, la santé scolaire, c'est important. J'ai un ami au ministère, c'est Dr. Joseph, qui met beaucoup d'accent sur la question de l'hygiène à l'école. Donc, quand on parlait avant Covid-19 de planification de l'éducation en Haïti, donc on était dans toutes les questions de statistiques scolaires, toutes les questions liées à la gouvernance scolaire, nombre d'enfants et nombre de professeurs qui entrent, qui sortent dans le système. Mais à partir de Covid-19 et dans les années 2020, il y a une nouvelle planification de l'éducation qui doit tenir compte de la Covid-19 par rapport avec ses impacts sur le système scolaire à travers le monde, mais également en Haïti. Oui, justement. Et dans l'ouvrage, nous avons parlé des incidences et de la COVID-19 sur la planification de l'éducation au ministère. Et nous nous sommes dit que les gens étaient contraints, c'est-à-dire les cadres du ministère étaient contraints à travailler à la maison, ce qu'on peut appeler le télétravail. Mais aussi, il y a la question de la pédagogie inversée, parce que le ministère a fait des efforts intéressants en mettant en ligne une plateforme, c'est pratique, ayant des programmes pour que les enfants puissent travailler à la maison, et que ce soit les enfants de l'enseignement fondamental, que ce soit les élèves de l'enseignement secondaire. Et moi, je pense que c'est vraiment bien, et c'est avec la COVID-19, mais qu'on est venu avec cet outil-là, la question de travailler en virtuel, d'accord? Oui. Et travailler en présence, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un enseignement hybride, c'est-à-dire que les conséquences de la COVID, qu'on le veuille ou non, et bon nombre de pays dans le monde ont opté pour un enseignement hybride, virtuel. Grâce au programme, les enfants s'apprennent à la maison. Mais il y a des évaluations qu'on peut se réaliser, d'accord, des examens qu'on peut se réaliser en présentiel. Évidemment, ça, ce sont des informations et que c'est important. Bon, et il faut dire aussi qu'il y a, bon, je ne vais pas rentrer dans des statistiques comme ça, et la COVID-19 comme incidence négative, c'est que il y a un bon nombre d'élèves qui ont abandonné. Il y a des établissements qui ont fermé leurs portes aussi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la crise sanitaire est arrivée à un moment où Haïti s'enlise dans des crises politiques. Et la COVID-19 a aggravé la crise politique dans le pays. La crise... Pourtant, on n'aurait pas, comment je peux dire ça, et quand on prend en compte le peu de dégâts
qu'a causé la Covid en Haïti, la gestion est presque personnelle que le peuple en a fait. Et malgré le manque de respect de certaines gestes barrières, on ne compte pas de cadavres et sur les trottoirs en Haïti. Donc, et de ce fait, Covid là n'a pas gagné l'impact que nous avons espéré que l'État pourrait gagner en Haïti. Est-ce que nous-mêmes tous, nous obligés de planifier en tenant compte de, par exemple, de ça Covid là fait aux États-Unis, il fait dans d'autres pays, que le pas fait en Haïti, peut-être que nous-mêmes, nous devons aller vers des mesures qui sont plus souples, qui plus tenir compte de réalité. Nous. Oui, mais forme de ça et que le numérique est un rôle important et je ne dis pas parce que il y a un pile film qui développé et des plateformes. Et plateformes là et ça devient par la suite une alternative que ce soit aux aléas sanitaires mais aussi aux aléas et politiques. Et ça vient mener à une opportunité parce que crise ne pas servir une opportunité. Covid-19 faut une opportunité. C'est-à-dire qu'on peut s'apprendre à la maison parce qu'il y a une université qui développe une bonne plateforme. Moi, je suis professeur à l'université, évidemment, j'interviens au niveau des plateformes. Il y a des cours nous en présence, mais des cours tous, c'est de façon virtuelle. C'est-à-dire que nous venons trouver des alternatives, une opportunité. Ça passe à une opportunité. Et non seulement pour Haïti, mais pour bon nombre de pays. Et comme vous avez si bien dit, Haïti n'a pas été trop frappé. Parce que lorsqu'on prend les statistiques, Haïti n'a pas eu 300 décès. Sur les statistiques du MSCP, de 2020 à 2021, disons une année, etc., mais nous n'avons pas 300 décès. Oui, effectivement, supposons que les statistiques sont pas exactes, mais naturellement, elle va dépasser 500. Il dit pas, bon, c'est ça, il ne pas dépasser le nombre ça, il ne va dépasser. Nous avons deux autres bagages qui tuent plus de monde en Haïti. Et la négligence, par exemple, tue plus de monde que Covid-19 là en Haïti. Donc, vous avez dit tout à l'heure que Covid-19 là, il vient avec de nouvelles opportunités. Parce qu'à partir de Covid-19 là, nous venons apprendre et faire l'école à distance, utiliser le numérique pour nous former monde et permettre Timounio apprendre. Timounio qui déjà en eux-mêmes ont une certaine habilité à appareil numérique. C'est ça. Mais l'hypothèse on l'autre problème tout parce que il vient mettre à nu ça les disparités économiques dans le pays parce que c'est pas tout le monde qui a accès au numérique, l'internet ça coûte cher, les appareils même s'il y a des petits appareils qui ne pas tellement coûtent cher, mais ça a un coût quand même. Et il y a en dernier lieu le problème de l'électricité qui fait que ces appareils doivent être connectés et nous n'avons pas toujours un courant. Bon, évidemment, question ça a toujours posé. On peut dire, Haïti pas cadré dans le numérique, il y a un problème énergétique, il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Mais nous faisons expérience après Covid-19 là. Moi, il y a un petit monde qui gagne un téléphone intelligent dans la main. Côté, moi-même, je comment faire. Si vous mettez en groupe, vous montez groupe. Vous montez groupe. Même dans le travail, nous tous. Nous sommes quand même au niveau urbain. Et quand on pense pour Haïti, on pense pour la planification, il faut penser aussi à l'arrière-pays. C'est transversal. Dans les grands centres urbains, bon, je ne sais pas pour les zones rurales, mais dans les grands centres urbains, si on est connecté. Oui, mais on est toujours dans l'urbain. Oui, mais dans les grands centres urbains, bien dit, dans les grands centres urbains, mais les zones rurales, là, dans les villes, dans les zones rurales, là, fait figure de parents pauvres par rapport à la question du numérique. Et c'est la Gentimoun. Et oui, Gentimoun, vraiment. Mais moi, j'ai un pile effort fait. On n'a pas de problème d'électricité, moi, Timoun, comme si ils travaillent. Ils ont un groupe. Moi, j'essaie de texte, moi-même, je vois texte, Timoun. Et il y a des textes, je fais recherche sur Internet, il y a des textes, je partage. Oui. Ouais, nous avons partagé avec un étudiant qui est dans le groupe. Mais il y a des textes tellement intéressants, il y a des collègues dans le ministère de l'Éducation qui partagent en pile. Ça dit que, par contre, ça qui passe, il y a un boom qui fait dans la matière numérique dans le pays par nous. Il y a un peu de monde plus fort. Tellement d'informations, parce que c'est une société cognitive, marquée par les merveilles de la révolution cybernétique. Et personne ne peut se passer des vertus de la technologie.
Ça dit qu'avec question ça, en pile monde vient plus d'informations. Ouais, l'information vient à notre portée, en dépit des lacunes dont vous avez parlé, que ce soit le problème de l'électricité, et que ce soit le problème de connexion Internet, je comprends même, mais il y a un pile étudiants, un pile élèves qui ont accès. Et avec des films, je dis, qui ont développé ces plateformes, c'est extraordinaire. Et j'ai un étudiant à l'université qui développe une plateforme. Et c'est admis et caractère invité. Même penser que c'est vraiment bien. L'école, c'est en forme de. Et pas un homeschool, non, école à la maison, non. Mais comme si la plateforme est tellement bien présentée, si on a tout le programme là, si on est capable de travailler. Et il y a des options tout côté, si on est capable de poser des questions, etc. Et c'est très conforme à la pédagogie moderne qui oui, veut dire apprendre l'enfant à apprendre. Ah non, ça c'est clair. Parce que définitivement, il faut que nous sortions dans l'école par cœur. Ah oui, ça c'est clair. Non seulement apprendre à apprendre, mais apprendre à vivre ensemble. Oui. Et apprendre à entreprendre. Apprendre à vivre ensemble, c'est ça nous manquait. Et dans l'école là-tout, et c'est ça, il va éclater plus tard. La conception de vouloir vivre ensemble, nous ne pas gagner. Et c'est peut-être de ça que dans l'ouvrage, j'ai préconisé ce qu'on peut appeler le retour au civisme, ce que nous appelons couramment l'éducation à la citoyenneté. Un élément important, c'est le savoir vivre ensemble. La question de responsabilité. Vous êtes responsable ou responsable. La question de l'imputabilité ou imputable à des séries d'ouvrages que vous faire, des séries de travail que vous faire. Le sens du partage, pour nous gagner la caille nous. Le sens du travail en commun aussi. Le sens du travail en commun, le sens de l'altérité. Le travail en commun, ça te permet d'être confronté à l'autre. C'est ça. Et aussi d'accepter l'autre dans ses différences. C'est ça. Le sens de la solidarité et, je dis aussi, le respect de l'environnement. Il faut respecter l'environnement. Ça, c'est fondamental. Il faut vivre en harmonie avec l'environnement. Il ne faut pas dégrader l'environnement. Et j'avais dit quelque chose qui était vraiment fort. Il faut le respect des deniers publics, le respect des biens d'autrui. Et lorsqu'on fait le diagnostic de l'école haïtienne, on a l'impression comme si il y a un curriculum caché. Je ne suis pas venu pour mettre sous la soudette l'école, parce qu'en Haïti, nous n'avons pas une école haïtienne. Nous avons des écoles en Haïti, des écoles professionnelles, des écoles laïques, l'école à plusieurs vitesses. Ça dit que nous n'avons pas une école républicaine. Nous n'avons pas une école républicaine qui porte une pensée, un projet. Parce que tout le problème où on est là, nous voyons en aval, mais nous problème en amont. Ça dit que ces diplômés, les outputs du secteur, qui deviendront par la suite des responsables. Vous faites 35 ans là, comme j'avais dit déjà, vous faites 35 ans, ou la crise. C'est-à-dire que les diplômés, lorsque je dis les diplômés de l'école, je ne veux pas de l'université, les diplômés n'ont pas pu proposer une alternative au pays en termes de stabilité, en termes de modernité, en termes d'altérité, de solidarité, en termes de croissance économique. Il y a un problème. On n'a même pas pu avoir des diplômés de l'école haïtienne qui aiment le pays. Voilà. Et non, j'avais ajouté aussi l'amour de la patrie. Oui. L'amour de la patrie. Où pas ça passe ce pays là? Bon, crise identitaire. Haïtien pas dans la tête. Il y a des statistiques présentées dans le journal Le Nouvel, je crois. Il y a plus de 80% de monde, il y a diplômés quand même, qui veut quitter le pays. Et il y a des déferlements faits dans la zone Amérique du Sud, que ce soit au Chili, que ce soit au Brésil. C'est l'échec de l'école aussi. C'est ça. Je ne veux pas accuser l'école, mais l'école n'est pas innocente. L'école provoquait la migration. Et l'école accentuait la déliquescence sociétale. Ou pas crise valeur, c'est l'école, oui. L'homme dit ça que une crise d'estime de soi dans le pays. Presque, on a parlé vers les années 20. Un bovarisme collectif. Et Lionel Tourio a parlé de culture de miroir. C'est fait, oui. Et dans le roman de Flaubert, Flaubert a idéalisé Madame Bovary. Madame Bovary qui idéalise le superficiel. C'est comme ça. Mais nous, l'école l'a produit. Mais mon l'école l'a produit. Tout le monde veut partir. Donc, ce n'est pas comme ça nous venons tomber dans des régimes politiques qui
anti-savoir, il faut Et le dire. on- Et anti-intellectuel, anti-savoir, anti-connaissance, anti-science. Comme vous êtes universitaire, un bon universitaire, il y a les problèmes politiques selon Bourdieu, il dit oui. Il dit que c'est le corollaire de l'école, oui. Oui, les héritiers. C'est ça, c'est ça. Nous avons toujours eu une école de compétition. On a crasé bête pour le lauréat. Oui. Mais il y aurait réussi pour l'école, mais pas réussi pour la vie. Excusez-moi quand même. L'école produit, excusez-moi, l'école produit des égoïstes, des égoïstes. L'école produit des égoïstes. J'ai enseigné dans ma vie pendant seulement 5 ans et j'ai vu des élèves, par exemple, il y en a un particulièrement qui est resté dans ma tête. C'était un enfant qui était brillant comme tout. Brillant comme tout et qui obtenait 9, 10 sur 10 pour presque tous les devoirs. C'est intéressant. Mais tu n'as qu'à donner un devoir et il est déjà terminé dans les 10 minutes qui suivent. C'est un génie, un sudoué. Ouais, mais après, il empêche à la salle de travailler. Non, c'est un sudoué. Il empêche aux autres de travailler. Et finalement, la plupart de ses amis échouent. Lui, il est toujours le premier de la classe. Oui. Ah, ben non, je comprends. Bon, je ne vais pas parler d'égoïsme, mais tout simplement, il n'est pas senti dans le pôle. Parce que ça qui passé. On aurait dû monter une salle spéciale pour l'élève. Parce que c'est un sudoué. Constitution parle de ça. C'est bien l'article aussi 32. qu'il aurait appris à aider les autres, l'article à 32. partager son savoir, ses capacités. Donc c'est l'école aussi qui devrait le forcer à faire L'article ça. 32, et la Constitution parle d'éducation spéciale. L'éducation spéciale, ce n'est pas seulement pour les enfants ayant des déficiences, non? Mais pour les surdoués aussi. Mais les surdoués, le fait d'être surdoué est une forme de déficience aussi. Bon, tout peut pas se regarder encore. Mais c'est ça. Ça dit que les sentiments minuit dans la classe là, il faut qu'on salle spécial. Bon, on ne va pas dire de déficience, mais d'anormalité. Ouais. Bon, si on veut, il y a quelqu'un qui a dit que il semble que l'école haïtienne a un curriculum caché pour produire des égoïstes, des gens un peu sulfurés. À part de deux mondes sur les débats. Mais il y a M. Charles Tardieu qui a parlé de corrompus, il a dit que l'école produit des gens qui passent. Bon, comprendre. Parfois, le diplômé, lorsqu'il accède à des postes de responsabilité, il transforme l'administration en caverne, où les gens s'impliquent à longueur de journée dans des opérations marginales, dans des concussions, dans des malversations. Mais c'est l'école Ibaoul. Pendant le dernier temps, ça, avec le scandale politico-financier, le fameux Petro-Caribé, etc. Mais ça a décrédibilisé l'institution haïtienne et ça avait donné une mauvaise presse à Haïti au niveau international. Comme si dit, ah non, mais diplômés nous sont bonnes corrompus, pas comprendre ça qui passe comme ça. Donc nous avons l'école qui a produit des citoyens qui parlent même pays, qui manquent non, il y a un pays, il y a un pays qui suffit au le sens du civisme, des citoyens corrompus, des citoyens pratiquement antinationaux, des citoyens dont l'espérance c'est à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que l'école haïtienne a beaucoup de questions à se poser. Il a dit qu'il faut revisiter l'école haïtienne. C'est pour ça que nous autres, nous avons proposé un modèle de pilotage du secteur. La mission originelle de l'institution, la mission des enfants, ça va s'éclater dans le plan d'éducation avec les grands axes, les grands objectifs. La question du cadre scolaire, il faut qu'il y ait un cadre de partenariat, etc. Mais comme j'avais dit tantôt, la cadre scolaire prône une école de proximité. Si vous habitez Carrefour, il faut rester à Carrefour. Si vous habitez Delma, idem. Vous habitez à la Croix des Bouquets, idem. C'est-à-dire que dans les grands centres urbains, etc., si vous n'avez pas de parcourir plus de 6 km pour arriver à l'école, ce n'est pas intéressant. Et d'autant plus, les parents n'ont pas de moyens de locomotion. On ne peut pas qu'à lycée Pétion, il habite Carrefour. Si nous n'avons pas parcours de j'avais dit ça au pour collègue. L'école, distance pour arriver à l'école, là, déjà trop fatigué. Elle retourne à l'école là pour entrer à la KL, il est encore déjà trop fatigué. Donc il n'a pas de temps pour le faire travailler à la maison. Et sous ça pour le travail. C'est sous ça pour le travail. Parce que l'obtenir compte d'un transport anarchique dans le pays. Si on a sorti Carrefour, pour la juste lycée Pétion, juste à lycée Toussaint, ce n'est pas intéressant. Ou si on sort Carrefour, pour aller juste Delma 33, dans l'école Delma 33, ce n'est pas intéressant. Si on ne peut pas jusqu'à des bouquets, si on préscolaire, comme j'avais dit tantôt, 3-5 ans, parents sont quoi des bouquets avec elle, parents mettent là le.
et les parents vont retourner avec lui encore. Mais ce n'est pas intéressant, ça dit que l'État, nous autres, nous avons proposé à l'État, de travailler sur la question de la carte scolaire. À 6 h du matin, c'est pas sérieux. Et pour aller à l'école, et puis la retourner la caille à 6 h du soir, donc c'est trop fatigant. Et ça appauvrit les parents, ça appauvrit les parents. Et quand on passe sur l'école comme un châtiment, oui. Alors qu'originellement, l'école était perçue comme un lieu de loisir. Mais l'école en Haïti, l'école en Haïti, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de cafétéria. L'école en Haïti, comme si tout le monde a fait un paquet de parcours pour arriver à l'école là. L'école là vient un châtiment, il vient une persécution pour tout le monde. C'est l'État, oui, de gérer la question. Et c'est peut-être de ça que le livre est adressé à l'État, les décideurs politiques, les administrateurs de l'éducation, les professionnels, les étudiants des facultés des sciences de l'éducation de différentes universités dans le pays. Parce que la gouvernance, parce que toute chose reste égale par ailleurs, par chez Paribus, s'il n'y a pas de bonnes pratiques, on ne peut pas arriver au rendement scolaire dans les écoles. Là, donc, l'école là, il y a des problèmes, l'école là. Mais il faut une approche systémique de questions. Ce n'est pas l'école qui dit, on va résoudre le problème de l'école, on va résoudre le problème de l'éducation. Non. Bon, il y a un autre exemple encore. On n'a pas la question de cadre légal. On est capable de dire que Haïti, pas quoi dans le cadre légal. Où est le problème confronté là? Le problème dans le pays. Source originelle, c'est l'irrespect, oui. Il respecte la Constitution. Il respecte la Constitution. Moi, je vais parler du temps électoral, du temps constitutionnel. Parce que l'approche globale, il doit que mais pour faire élection, ou pas qu'à fonctionner dans le cadre de certitude croissante. C'est-à-dire que tout pays américain. On va faire élection, laisse ça faire plaisir. Oui. Et pour pas faire, laisse ça faire plaisir. De pour pas résoudre le problème ça, ou tout projet il y a noyé. Il y a noyé dans la crise. Parce que c'est ça, les problèmes pays là. Tout problème là, bon, évidemment, il y a un gouvernement là, mais le gouvernement par contre pour qu'il est là. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Le gouvernement pour qu'il est là, par contre, comment on le fait là? Donc la BCE va être on ne peut pas capable de fonctionner comme ça. On parle de cadre légal, on prend statistique. Ou paraître dans le pays, ou prend pouvoir, il faut qu'on ait combien de monde qui vivent. Oui. Dans l'extrême pauvreté. Déjà les citoyens doivent être identifiés. C'est ça. Ouais. Combien d'habitants gagnent dans le pays? Les gens n'ont pas d'adresse. 12 000. Oui, il faut dire adresse ça. C'est un problème grave dans le pays. Oui, les gens n'ont pas d'adresse. M'habite au côté. Il y a une commission qui sortit dans un pays étranger. Il dit Al-Qaï Moun. Il fait une étape chez le même problème adresse, oui. Le problème d'adresse, c'est un problème transversal, non seulement au dans le centre-ville Port-au-Prince, mais dans toutes les autres zones autour, que ce soit Carrefour, que ce soit Pétionville, que ce soit Delma, le problème d'adresse va être chargé. Question statistique, par exemple, il faut qu'on ait combien de gens vivent dans l'insuffisance alimentaire. Alors, c'est ça, oui. Ce texte sera mis en vente. Oui, c'est bien demain, vendredi 18 février. De 10h à 2h à l'hôtel Marriott du côté de Canada ici. Hôtel Marriott. Oui. Ouais. Donc c'est là. C'est 1000 gouttes, nous faisons gens pour tout étudiant. Parce que le premier groupe qui est dans la tête, c'est étudiant. Oui. Par contre, les étudiants pas travailler. Les étudiants en sciences de l'éducation, les normaliens. Oui, les étudiants en sciences sociales sont les premiers intéressés à ce livre. C'est parce qu'ils même de bien former tête, bien outillés. Pour être capable de gérer l'éducation. Parce que pendant 20-30 années, là, un groupe d'étudiants formés en sciences de l'éducation, c'est pas être chargé. Et il y a un système là bien? Oui. Alors, merci d'être passé sur le plateau. Oui, c'est à moi de vous remercier. Le public est donc invité à visiter la vente signature demain à l'hôtel Marriott où le professeur Yves Roblin présentera son livre Covid-19 et les outils de planification du secteur d'éducation. C'est une très belle émission. Merci beaucoup d'être passé. J'apprécie. Oui. L'invité du midi, j'apprécie. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous connaissons rendez-vous. C'est demain pour nous participer dans votre signature, professeur Yves Roblin, sur le Covid-19 et la planification de l'éducation en Haïti.
Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au revoir, à bientôt. Bye bye.